on parle beaucoup, et le Cheikh Al-Alaoui, au XXe siècle, nous a laissé dans ses recherches philosophiques cette idée que l'humanité est un corps D'accord. dans l'ensemble des populations, des communautés, de sa diversité, forment les membres. Et il n'y a pas un membre supérieur sur un autre, puisqu'il fait partie d'un corps, il fait partie d'un tout, il fait partie d'une unité, et que en contribuant au bien-être de l'ensemble du corps, il contribue à son propre bien-être. Donc l'idée de paix, c'est quelque chose qu'il faut creuser, qu'il faut inscrire et nourrir dans les consciences. C'est un champ intérieur qu'il faut cultiver. On ne peut pas parler de la paix uniquement sur le plan politique. La D'accord. paix, elle est dans le couple. La paix, elle est dans la famille. La paix, elle est dans la ville, entre les différentes composantes et gestionnaires. La paix, elle est entre les pays. Donc, la paix aujourd'hui n'est pas assez exploitée, je dirais, à ce niveau-là, parce que c'est une force, c'est une énergie. C'est une énergie qui peut nous pousser à construire un monde, sortir du monde du jeu, le jeu moi égotique, vers le monde du nous. D'accord. Donc, Alors, c'est entre le cercle et je dirais et le triangle. et votre initiative, elle a été, je vois quand on regarde sur votre site les différents médias qui en parlent. En fait, par exemple, en France, il y a assez peu de médias qui en parlent. Est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré de voir que c'est assez difficile finalement de faire parler de la paix. On va en venir à l'information ensuite, mais déjà en tant que relation avec les médias, est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré par ça? Je crois que les médias, en tous les cas, c'est ce que à chaque fois que le sujet a surgi et que j'ai posé la question, mais pourquoi on ne parle pas un peu plus de ce qui nous amène à la paix, à se vivre ensemble? On me dit, mais on ne parle pas des choses qui sont je dirais, on ne Des parle pas trains qui des trains arrivent qui à l'heure, arrivent à c'est ça. l'heure. Voilà, et C'est on me ça. sort toujours cette formule, alors que à mon avis, la presse n'a pas encore saisi tout à fait l'importance qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis d'une violence qui devient la norme, qui devient systémique. Parce que la paix, par exemple, elle n'a aucune institution qui la représente. Il n'y a pas d'académie de paix, il n'y a pas d'université qui enseigne la paix, il n'y a pas une diplomatie de paix, il n'y a pas une économie de paix. Elle commence à naître aujourd'hui. Oui, Elle commence à naître. Donc, comment être en paix avec soi, comment être en paix avec l'autre, mais comment être en paix avec la terre, l'environnement, comment être en paix avec l'environnement. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a aussi l'animal, le végétal et le minéral. Comment aujourd'hui l'homme peut vivre en paix avec son environnement, avec son prochain, certes, mais aussi avec son environnement. Donc, la paix aujourd'hui, nous n'investissons pas assez dans la paix. Nous ne savons pas, oui, certes, on en parle à des occasions, on en parle dans des discours ou des prêches religieux, mais c'est quelque chose qui nous semble tellement évidente, on ne parle pas de quelque chose qui est évidente. alors justement, vous parliez par exemple de paix économique. Il y a une grande école à Grenoble qui a une chaire, qui a ouvert une chaire sur la paix économique. Mais peu de gens le savent. Alors, puisque l'IMS, Information pour le monde suivant, s'intéresse à l'information utile, quelle pourrait être, selon vous, une, quel type d'information il faudrait
partager pour aller dans le sens de la paix? Alors, j'ai parlé de cette culture, parce que si la paix devient une culture, une connaissance, lui donner cet aspect de quelque chose qui se cultive, de quelque chose qui se transmet. Donc, il y a un énorme travail qui doit être fait. Et ce premier travail, c'est dans l'éducation. Première des choses, à mon avis, c'est par là qu'on peut arriver à un changement. C'est par l'éducation. Comment semer dans la conscience de nos enfants, très tôt, l'idée que la paix joue un rôle considérable dans les conflits que peut rencontrer une personne dans sa vie. Et d'initier par la paix la médiation, de savoir qu'une société qui est en harmonie, une société qui est dans la prospérité, une société qui doit avoir toujours des médiateurs, une médiation présente, parce que forcément dans la vie, il y a des conflits, et dans les conflits, il y a gagnants et perdants. Dans les conflits, parfois, il n'y a que des perdants, c'est perdant-perdant. Et dans le conflit, on peut aussi arriver à gagnant-gagnant. Si on arrive à enseigner, à éduquer la conscience des personnes, parce qu'un être est une conscience, avant tout. C'est pas la couleur de sa peau qui le détermine, c'est pas sa langue, c'est pas sa philosophie, c'est d'abord sa conscience. Qu'est-ce qu'il produit au niveau de sa conscience? Et c'est là qu'habite la paix. C'est au niveau de notre conscience, de notre intériorité. Comment agir dans mes actions, dans ma façon d'être, dans mes rapports à l'autre, comment construire les liens, parce qu'on ne peut pas vivre seul, on ne peut vivre que dans l'échange homme-femme. Donc, l'égalité du genre entre les personnes, la dignité partagée et la justice. Parce que la justice, c'est le joyau. C'est que la paix nous impose la justice. On ne peut pas promouvoir la paix sans qu'elle soit accompagnée par la justice. Et c'est là où la médiation vient équilibrer, demander à l'un et à l'autre de refaire le parcours vers l'origine du conflit, vers la racine du conflit. Et peut-être qu'on a omis quelque chose, peut-être qu'on a oublié quelque chose, peut-être qu'on l'a fait avec des intentions précises, mais peut-être qu'on l'a fait sans penser mal, je veux dire. Et là, on peut arriver à reconstruire les liens qui nous unissent pour l'intérêt général. Mais si on oublie dans notre façon d'agir et dans notre façon de construire et de penser la société, les liens de justice et dans un apaisement. Donc, on apprend à nos enfants à débattre au lieu de se battre. D'accord. Eric? Salam alaikum, cher Ben Tounes. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, mais on est bien obligé de parler de guerre en ce moment. Le 16 mai, pendant que vous célébriez la journée internationale du vivre ensemble en paix, la guerre interminante, mais interminable entre Israël et la Palestine reprenait sous de multiples formes, des émeutes, des lynchages, des bombardements, des tirs de missiles. Face à cette actualité dramatique et à la spirale de violence qui emporte tout, comment pouvez-vous avoir un discours audible? Et quel est-il d'ailleurs quand l'actualité écrase tout? C'est ça la difficulté. Parce que c'est comme la cime des montagnes, vous savez. Plus une montagne est haute, et plus on se trouve dans la difficulté de garder l'équilibre. Parce que dans la tempête, il faut des amarres. Parce que des conflits comme celui qu'on vit aujourd'hui entre Palestiniens et Israéliens, et ils ne datent pas d'aujourd'hui.
il a 73 ans, 74 ans. Comment se fait-il qu'un conflit puisse perdurer dans le temps depuis plus de 70 ans et qu'on se vante d'être dans un monde civilisé avec des États puissants, avec comment aujourd'hui nous sommes dans l'impossibilité de régler des conflits de ce genre et qu'on puisse arriver après l'épreuve du coronavirus qui a touché tous les pays, pauvres ou riches, et on disait d'Israël que c'était un pays qui avait réussi à juguler cette pandémie en vaccinant le plus grand nombre, et que Palestiniens et Israéliens avaient su, pendant cette année et demie qu'a duré cette pandémie, ont su trouver le moyen de pouvoir se vacciner et d'être parmi le premier pays, on le répète sans arrêt. Et dès que on est sorti, en quelque sorte, de ce problème du coronavirus, on revient aux anciennes habitudes. On revient. Donc, quelle est cette force qui anime à chaque fois, qui souffle sur ce brasier, et ça reprend de nouveau. Donc, il faut avoir le courage de l'affronter et de dire, mais écoutez, nous, on a une proposition. C'est le vivre ensemble. Et je peux vous dire que en Palestine, à Gaza, il y avait des gens qui se préparaient à la vivre et la partager avec nous. Donc, il y avait des gens qui étaient prêts à faire la journée internationale du vivre ensemble en paix à Gaza. Absolument. Et qui ont perdu leurs enfants. D'accord. Parce que n'oubliez pas que c'est eux qui ont le plus besoin de ça. Je peux vous assurer que dans des rencontres qu'on a faites entre rabbins et imams, il y avait des rabbins et des imams, main dans la main, qui dansaient et qui chantaient le nom de Dieu. J'ai des films, j'ai des photos. Est-ce que c'est pas le problème? Il n'est pas que religieux, on le voit bien. Il n'est pas du tout religieux. Il n'est pas du tout religieux. C'est ça le problème. Et que d'autres s'en emparent. Nous sommes là, tirés par les extrêmes. Nous sommes coincés par les extrêmes qui mènent le jeu. Mais la plus grande partie de ceux qui souffrent ne souhaitent qu'une chose, c'est trouver un vivre ensemble, en paix. Je peux vous l'assurer. Je ne suis pas le porte-parole ni des Israéliens ni des Palestiniens, mais je suis quelqu'un qui voit et qui a des contacts avec eux en permanence. Un point essentiel pour garantir la paix, c'est d'éviter la guerre. Et on pense souvent à la médiation après les conflits, et je vous ai entendu vous en plaindre aussi, tandis que vous prenez une médiation préventive. En quoi consiste-t-elle? Alors, la médiation préventive, parce que il faut pas laisser le conflit arriver au pourrissement, et la guerre, c'est le pourrissement. C'est d'arriver au clash, d'arriver à ce que le sang coule. Pour éviter cela, il faut des gens capables de pouvoir avoir, je dirais, un comportement qui puisse avoir une température et dire, voilà, attention, ça peut... Parce que je vous dis, des fois, sans faire exprès, on peut nuire à quelqu'un d'autre sans le vouloir. Mais s'il y a là une idée derrière qui peut nous emmener à l'affrontement, eh ben, il faut la prévention, oui. Comme on prévoit, on a des préventions pour les microbes ou pour les virus, eh ben, il faut aussi, oui,
des gens qui puissent prévenir les conflits et les gérer avant qu'ils arrivent. On sait on parle beaucoup aujourd'hui de l'Ouganda et du génocide de l'Ouganda. Du Rwanda. Pardon. Le Rwanda. Ben, si on savait qu'il y a quelque chose qui allait arriver, mais s'il y avait cette médiation préventive, on ne serait pas arrivé à ce qui est arrivé. Mais revenons au problème de la Palestine et d'Israël. Il ne fait aucun doute que tout le monde sait que ce problème-là est là depuis des décennies et que tant qu'on n'aura pas amené ou trouvé une solution de se vivre ensemble en paix, tant qu'on fera semblant de l'oublier et de le caser dans un coin, il ressurgira tôt ou tard. Donc nous avons tout intérêt aujourd'hui à quand même agir d'une façon humaine, d'une façon apaisante et d'apporter. Jusqu'à quand allons-nous vivre avec ce membre de la communauté humaine, ce pays, ces peuples, avec ce mal qui, à chaque fois, enfièvre l'humanité tout entière. Parce que tout le monde est lié. Jérusalem, c'est une ville 3 fois sainte. À qui elle appartient? Eh bien, elle appartient à tous les hommes et à toutes les femmes. À tout le monde. Elle fait partie du patrimoine universel de l'humanité. Et je vais vous dire plus. Quand en 2017, on préparait la résolution et tous les débats parce que ça a duré quand même presque 3 ans et demi. En octobre 2017, M. Trump, donc le président des États-Unis, avait décidé de faire de Jérusalem la capitale, de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Vous vous en souvenez? Oui, tout à fait. À l'époque, on m'avait interrogé. Il y avait un journaliste dans un débat parce qu'on allait d'une ambassade à une autre pour promouvoir la JVR, pour pouvoir que les pays aient chez les Allemands, dans la représentation, c'était le tour de l'Allemagne. Un journaliste m'avait posé la question après que j'ai parlé de la JVEP. Il m'a posé la question: en quoi cette journée internationale du vivre ensemble en paix peut-elle, comment voit-elle la décision que vient de prendre M. Trump? Ma réponse: je ne suis pas un politique, nous sommes une ONG. Je lui dis: selon mon avis, c'est un moment extraordinaire de profiter de cette occasion. Puisque M. Trump décide de faire de Jérusalem la capitale d'Israël, que les autres pays, à la fois ceux du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, la Chine et la Russie, avec tous les pays, parce que il y avait un émoi, il y avait à ce moment-là aux Nations Unies, parce que Trump avait en quelque sorte cassé un tabou, quoi. Il est passé outre les résolutions des Nations Unies. J'ai dit: il a ouvert la porte, il faut maintenant l'ouvrir entièrement. Il a entrouverte, maintenant il faut l'ouvrir entièrement. Que les autres pays reconnaissent que la capitale, elle est la capitale d'Israël, mais elle est aussi la capitale des Palestiniens. Il y a eu un silence de mort. Donc, vous voyez que si il y a ceux qui contribuent à quand même donner, je ne suis pas un politique, j'ai pas les moyens de pouvoir, mais au moins d'émettre des idées et de faire en sorte que comment arriver
à justement ne pas arriver au conflit et ne pas arriver à la guerre. Parce que ces enfants qui sont morts aujourd'hui, ces femmes, le sang appelle le sang. Quel est le... Comment est-ce que vous croyez aussi, parce que après tout, la Journée internationale du vivre ensemble en paix, c'est un ensemble d'initiatives locales et d'initiatives, même si elles sont reliées par un mot d'ordre, mais d'initiatives, je dirais, locales ou d'initiatives particulières, associatives, etc. Est-ce que vous pensez que face aux politiques, la société peut s'organiser suffisamment pour demander la paix? Je prends l'exemple de Genève. L'exemple de Genève, c'est que nous sommes en train de travailler, et c'est le Covid qui a retardé, avec la municipalité, avec plusieurs municipalités du canton de Genève, de faire de Genève la ville du vivre ensemble. S'il y a des municipalités, s'il y a des élus, les élus, les maires, ils sont élus par les habitants. Et c'est des élus prennent l'initiative de pouvoir donner à leur ville un statut et un savoir-faire au niveau du vivre ensemble. Parce qu'il y a un savoir-faire. Par exemple? Par exemple, dans les écoles. Mm-hmm. Par exemple, pour les personnes âgées. Par exemple, on a parlé de cette économie de paix. Par exemple, la cité, les futures cités qui se pensent aujourd'hui pour demain. Les penser avec cette architecture du vivre ensemble, où on intègre à la fois le végétal, l'animal et l'humain. Parce qu'une ville sans papillons, sans abeilles, sans oiseaux, avec connectées comme on la pense aujourd'hui, c'est des villes mortes. C'est des villes mornées, je veux dire, pour moi. Donc, le vivre ensemble, ce n'est pas un luxe. Le vivre ensemble en paix est une réalité qu'il faut construire. Nous sommes tellement éloignés qu'aujourd'hui, ça nous semble presque utopique. Alors qu'elle est à la base, elle est à la base de la construction de la cité. Quel peut être le rôle des médias et des journalistes dans ce processus? Il y a quand même une tendance dans les médias, dans les chaînes info, mais pas seulement, à plutôt pratiquer l'affrontement permanent, la guerre des mots, les bons clients qui ont des bonnes punchlines, mais ça revient à avoir du blabla clash, bref, pas vraiment ce que vous voulez promouvoir. Et à force d'attiser les braises, de mettre en scène les conflits, est-ce que, plutôt que d'aider à les résoudre, est-ce que les journalistes, en fait, ne sont pas plutôt des profiteurs ou des pourvoyeurs de guerre que des pourvoyeurs de paix? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est indéniable. Ce que vous dites est tellement vrai, est tellement vrai, et que nous avons, comme si on était sur une pente, et on n'arrête pas de descendre le niveau. Et à ce niveau-là, oui, c'est vrai que ce qu'on accorde sur les 24 heures d'information qu'on reçoit, il est difficile pour quelqu'un, surtout dans le cas du confinement, de pouvoir en tirer des choses qui vous rassurent, qui vous apaisent, qui vous donnent l'espoir. Regardez les jeunes. Quel idéal quelle direction nous leur donnons, quel idéal, quel sens nous leur donnons pour la vie de demain. On ne parle que de choses négatives. Donc il faut faire très attention. Parce que l'homme est fragile. Et le système lui-même est fragile. Comment pouvons-nous encore susciter l'espoir chez nos jeunes, qui sont le capital d'une société? Comment faire pour qu'ils puissent vivre et construire leur avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre? On les dresse aujourd'hui les uns contre les autres. Peut-être par manque, je dirais, je ne veux pas dire quand même que les journalistes le font exprès. Certainement pas. Mais on est pris dans... Ça fait quand même de l'audience, excusez-moi, mais ça fait de l'audience et ça fait l'émotion sur un écran, attire l'attention, et on voit bien que les médias ont besoin d'attention pour vivre.
Donc, enfin, je veux pas, c'est pas du complotisme ce que je dis, mais Non, loin de là. à l'évidence, on joue sur l'émotion. On joue sur l'émotion, on joue sur l'émotion, et puis bon, je dirais, les médias, il faut qu'ils attirent le plus grand nombre. L'audimat aussi. Exactement. On est piégé par l'audimat. Donc, on est dans le quantitatif et pas dans le qualitatif. L'homme a besoin aussi, son esprit, son âme a besoin de choses qui le rassurent, de choses qui lui redonnent espoir, de choses qui lui donnent envie de construire sa vie sur quelque chose que j'appellerais des valeurs. Des valeurs qu'il partage avec d'autres, des valeurs universelles, des valeurs de justice, des valeurs de dignité, des valeurs de solidarité, des valeurs. Comment voulez-vous qu'on voit que les familles ont été séparées, qu'on ne pouvait plus voir que les petits-enfants ne pouvaient pas voir leurs grands-parents. Donc, dans un monde de séparation, où le tissu social se déchire, comment remédier à ça? Comment réparer? C'est juste en parlant des terrasses, l'ouverture des terrasses et des restaurants? Non. Est-ce que vous pourriez nous donner, cher Bentounès, quelques exemples de moments où, récemment, vous vous êtes dit, vous voyagez beaucoup, hein, vous vous êtes dit, bah, tiens, ça, c'est une bonne initiative qui va dans le bon sens. Pourriez nous citer 2 ou 3 initiatives que vous avez vues vivre et que vous avez vues, dont vous avez vu qu'elles étaient pertinentes et efficaces pour la paix? Écoutez, c'est la béatification des moines de Tiberi. Voilà un exemple édifiant. Et c'est grâce au vivre ensemble en paix qu'on a pu le faire. Béatifier des moines qui ont été assassinés dans une ville à Oran, en Algérie, avec la présence de la communauté chrétienne, des familles et des représentants du Vatican, du représentant du pape, et avec tous les imams, plus d'une centaine d'imams, des ministres, le corps diplomatique et les citoyens de la ville d'Oran. Faire que des prélats chrétiens se rencontrent dans une ville musulmane, en Algérie, après tout ce qui s'est passé, les années noires, et faire que tout le monde rentre dans la mosquée, partage un moment et de la mosquée remonter vers la petite église de Santa Cruz et célébrer cette journée qui a duré plus qu'une journée, c'était sur plusieurs jours. C'était quelque chose d'impensable avant. D'impensable. Ça, c'est un fait. Ça, c'est quelque chose qui crée des ponts, qui casse les murs entre nous. Et en éducation, est-ce que vous avez des exemples à nous fournir sur des initiatives qui, dans des écoles ou ailleurs, font avancer votre combat? Écoutez, c'est l'expérience qu'on a fait avec 27 universités dans le monde. Des universités européennes, françaises, allemandes, espagnoles, portugaises, grecques, italiennes, et puis des universités aussi américaines, sud-américaines, le Brésil, africaines, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Mali, Moyen-Oriental, la Jordanie, l'Iran, russe,
l'université de Moscou, etc., etc. Donc 27 universités qui ont travaillé pendant une année sur un concept, le vivre ensemble et les mathématiques. Voilà quelque chose de concret. Il est sorti un joyau des ateliers, du travail, de la pensée. Comment enseigner les mathématiques pour arriver au vivre ensemble? C'est une prouesse qui était... Mais personne n'y a pensé. Et un séminaire qui a duré 15 jours. Un travail d'une année, une rencontre de 15 jours, avec l'expérience de 110 inspecteurs d'enseignement des mathématiques, qui représentaient en quelque sorte des cobayes pour voir avec eux si ça marchait ou pas. Et bien voilà, un travail qui a été fait, on l'a proposé, et jusqu'à présent, et je l'ai posé en haut lieu, je l'ai amené en main propre, et je l'ai remis en haut lieu. Et bien jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de retour. Pourquoi? Mais je me pose la question. Peut-être qu'on n'est pas au Vous avez souvent des idées novatrices qui pourraient être appliquées. Par exemple, vous voulez créer des ministères de la paix à côté de ceux de la défense. Ben oui. Vous en avez parlé avec des décideurs politiques, justement? C'est une très bonne idée, a priori. Ah oui, mais sur le papier. Bon, on parle de Cher Batonès comme un utopiste, hein, attention. Donc, peut-être un peu fou. Oui, mais est-ce que justement, c'est ça qui nous pose la question, nous, en tant que journalistes. C'est-à-dire que, vous voyez, le réseau universitaire sur le vivre ensemble et les mathématiques, peu de médias ont repris cette information. C'est justement pour ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle nous, on a lancé Information pour le monde suivant et qu'on travaille sur... C'est ce type d'information aussi, pas que, mais ce type d'information qui arrive à quelque chose. Après, il faut aller plus loin, il faut voir que ça crée d'une émulation et des effets, mais peut-être en effet que là, il y a un problème de production d'informations qui fait que ça n'embraye pas, quoi. Oui, il y a eu des initiatives. Je dirais, par exemple, Cergy-Pontoise, l'université de Cergy-Pontoise avait des expériences dans des écoles, comment on dit, difficiles pour ce travail-là. Et ça a donné des fruits, ça a donné des résultats inattendus. On a encore beaucoup de questions, mais je crois que les participants à ce webinaire peuvent aussi poser des questions et peuvent les écrire sur les... Oui, tout à fait. Et on les relaiera, évidemment. Tout à fait. Alors justement, il y en a une que je vois là, que je peux vous lire. Vas-y. À l'heure où l'information est de plus en plus construite avec et par des algorithmes, comment mettre en œuvre ces liens de justice et de médiation? Y a-t-il, à travers les algorithmes, une opportunité à saisir ou plutôt un risque? Quel message pour les jeunes qui sont nés dedans? Une question de Nadia Abshishmouni. C'est compliqué, là. Alors, c'est compliqué, c'est-à-dire... On reste dans les maths, là. Le problème, il est que nous dédouanons en confiant à la machine notre avenir. Et ça, pour moi, c'est une catastrophe. C'est la politique de l'autruche. On ne veut pas voir, comme disait un célèbre président de la République française, la maison brûle et on regarde ailleurs. Mais les algorithmes, c'est pour nous aider. Mais si on délègue aux algorithmes à faire le travail à notre place, le travail de la conscience, de notre propre conscience, et bien bonjour les dégâts. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, on nous parle de l'homme augmenté, de l'homme connecté, on parle même de mettre dans le cerveau des puces
pour nous relier directement à Internet. Mais ça, pour moi, ça ne garantit absolument rien. Et au contraire, ça nous alarme sur le monde à venir. Et on a vu que les algorithmes pouvaient amplifier les discours de haine sur les réseaux sociaux. Absolument. Parce que, je vous dis, nous avons pas, la paix se cultive. Cultiver, ça veut dire faire sortir de nous le fruit de notre propre réflexion. Comme on fait sortir de la terre les fruits et les légumes. C'est un travail personnel. Le délégué à autrui, le délégué à la machine ou le délégué, oui, on a essayé ça. Hein. Il y avait des régimes totalitaires, il y avait une poignée qui décidait pour tous les autres. Et là, ça sera la machine. Très bien, ok. On a une question d'Olivier Ribouille qui dirige le média Banuto au Bénin et qui a une vraie question de journaliste. Comment allier le besoin de l'accroissement de l'audimat pour les médias et la production de contenu de promotion de la paix? Alors, je dirais que il faut former peut-être des journalistes à la paix. Première des choses, c'est les former à la culture de paix pour qu'ils puissent apporter à l'ensemble de ceux qui les écoutent quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut les aider à sortir du marasme ou de la difficulté ou du problème dans lequel ils se trouvent. Si nous devons seulement informer sans apporter des solutions en même temps, suggérer des solutions. Parce que pour la guerre, on le fait. Il y a des médias qui peuvent susciter la haine entre les gens. Comment peut-on, par les médias, faire en sorte que les gens s'entretuent, augmenter la haine chez les gens, et comment on se pose la question pour la paix? Donc il y a un déséquilibre. Parce que la haine, c'est plus facile, parce qu'on surfe sur l'émotionnel, et que la paix, ça nous demande un travail très profond en soi. On ne peut pas, parce que le verbe, ce qui sort de nous, le mot a du sens. Il est chargé. S'il sort que de la langue, il produira peu. Mais s'il sort du profond de nous-mêmes, en toute sincérité, il peut produire des miracles. L'AGIVEP, pour revenir à l'AGIVEP, puisqu'on en parle depuis le début, il faut savoir qu'il y a des pays qui l'avaient refusé. Ils nous ont dit, allez jouer, ici c'est la cour des grands. Allez jouer ailleurs. Qui vous êtes pour que vous pouvez amener une résolution et en plus de cela, vous prenez la décision parce que vous savez qu'il y a deux possibilités pour faire en sorte qu'une résolution soit votée à l'Assemblée générale. Soit par vote majoritaire, c'est-à-dire si vous avez au-delà de 51 voix, votre résolution passe. Il y avait cette proposition. Et il y avait l'autre proposition. C'est l'unanimité. Et moi, peut-être, c'est pas par orgueil, mais moi j'ai dit on prend l'autre. C'est l'unanimité. C'est le tout ou rien. Il nous reste très peu de temps et il y a encore pas mal de questions. Et ça va être très difficile. Juste un point quand même pour souligner ce que dit Sherben Tounès, pour revenir aux médias sur la formation. La formation des journalistes, enfin, c'est un travail sur lequel tu bosses, et Eric aussi. Et c'est vrai que la formation des journalistes fait partie de la réponse pour répondre à notre internaute, fait partie et c'est ce que vous dites, cher Bentounès. Il y a une autre question, Eric? C'est vrai qu'on va essayer de concevoir des modules de formation autour de ça. Alors, il y a beaucoup de questions qui demanderaient des longues réponses, mais je suis sûr que vous allez réussir à faire court. Comment faire pour que la communauté juive et palestinienne qui fait partie
parties de la JVEP interviennent pour cesser le feu et l'injustice contre les civils. Une question Touda Lagrèche. Alors, moi, je crois qu'il faut la promouvoir. Il faut d'abord laisser les Palestiniens et Juifs et surtout ne pas se mêler de leurs problèmes. Ça, c'est la première des choses. Parce que on se mêle trop de ce problème et on amène. C'est nous, peut-être, en voulant bien faire, nous faisons qu'aggraver la situation. Moi, je vous dis, rassembler. On a fait des conférences avec des imams et des rabbins et on a fini. Les rabbins et les imams avaient main dans la main et prié et chanté ensemble le nom de Dieu. C'est très important de ne pas rentrer et de semer la zizanie entre les deux. Einstein disait « On ne peut résoudre un problème avec le même esprit qu'il a créé. C'est le changement qui nous pose problème. » Ce n'est pas une question, là, je crois que c'est juste… Ça, c'est un problème philosophique. Oui. Le changement, il est perpétuel. Alors, en revanche, voici une question. C'était donc là une intervention d'EISA, ONG, Pôle Santé. Une question de Mansouria Bouadja. Parlant d'éducation, je pense que l'enfant porte déjà en lui la graine de la paix. Peut-on penser à des écoles de paix pour les adultes, apprendre à être porteur de paix, tout comme on apprend à devenir coach, musicien, artiste, informaticien? Commençons par les enfants et après on verra pour les adultes. Les enfants, juste une question. J'ai entendu parler d'une initiative d'école de paix que vous avez fait en Hollande. C'est ça, à Rotterdam? Alors, effectivement, on est en train de c'est un projet sur la Hollande. D'abord, pour l'année prochaine, en 2022, avril 2022, on va ouvrir dans le cadre de Floriade 2022. Floriade, vous savez, les Floriades, c'est tous les 4 ans. C'est une rencontre internationale où tous les pays, c'est une exposition internationale. Et nous allons exposer aux Floriades, donc le pavillon de la paix. On va exposer le pavillon de la paix. C'est la future école qui va exister en Hollande avec la collaboration de la ville d'Almer, donc une ville hollandaise à côté d'Amsterdam. D'accord. Eric, il y a d'autres questions? Oui, question un peu longue, mais je suis sûr que les réponses seront toujours courtes. Comment augmenter l'adhésion d'espoir au vivre ensemble en paix, alors que, en effet, des guerres, des destructions se voient tous les jours, alors que la grande majorité de l'humanité désire la paix, pourtant ne voit pas les effets de ces semeurs de paix qui existent vraiment? Comment les rendre visibles et voir leurs effets sur la transformation des sociétés et des consciences? Comment vous faire de la pub, autrement dit? Oui, mais non, il faut remettre les choses à leur réalité. Nous sommes presque 8 milliards aujourd'hui. Nous sommes 7 milliards, plus de 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre. Et les guerres ont toujours existé depuis la nuit des temps. C'est un démon qui nous prend de temps à autre, qui s'empare des hommes et qui enflamme et détruit des civilisations et des cités. Ça a toujours été. C'est pas quelque chose de nouveau à notre époque. Moi, je crois que par rapport à l'ensemble de la population aujourd'hui, le problème est tout à fait différent. C'est pas des guerres dans le sens où on l'a vécu dans l'histoire. C'est un mal-être. C'est des guerres qui sont à l'intérieur de nous. Nous sommes en guerre avec la terre. Nous sommes en guerre avec la mer. Nous sommes en guerre avec l'air, avec le réchauffement climatique. Et entre nous, eh ben, oui, il y a aussi ça, mais ce n'est pas la catastrophe. Il ne faut pas non plus voir le monde, il n'y a pas les 7 milliards d'êtres humains. Il y a eu des guerres mondiales pire que le XXe siècle a connu la première et la deuxième guerre mondiale. Nous, on ne vit pas ça. On parle de guerre avec le coronavirus. Donc, c'est une autre sorte de guerre à laquelle il faut se préparer. C'est les défis qui sont devant nous. Et les défis pour les générations dont aujourd'hui nous empruntons leur avenir. Nous leur volons leur avenir. Et ça, il faut aujourd'hui se rendre compte qu'il est temps
de donner la chance à la paix, à la culture de paix, à l'enseigner dans nos écoles, nos lycées, nos collèges, nos universités. Ben oui, c'est la seule chose qui aujourd'hui manque comme outil à donner et nourrir une nouvelle conscience, une conscience à la dimension de la mondialité économique d'aujourd'hui. Je vois qu'il y a une des personnes qui a posé une question autour de ça, de la culture de la paix, et qui dit, et si on donnait aux universités ou aux écoles qui ont des programmes de culture de paix, des labels, alors bon, c'est des labels de l'UNESCO, par exemple, qui reprendraient cette idée de, voilà, cet établissement travaille pour la paix. Oui, il y a ce label. Ce label existe. Ce label existe effectivement, mais il est peu connu. Ah ben oui, moi je ne le connaissais pas, c'est pour ça. Absolument, il existe. Le label de la culture de paix existe. Les écoles de l'UNESCO qui enseignent ça existent, mais il est peu connu. Donc il faut faire la promotion. Mais au niveau des universités, les idées commencent à faire leur chemin. Au Canada, par exemple, ils avancent beaucoup plus vite que nous. L'Italie, il y a une université qui va, à partir de l'année prochaine, ouvrir un cursus aussi au niveau de la paix, mais dans le sens général. C'est-à-dire, c'est des universités privées. Ce n'est pas des universités, malheureusement, encore publiques. D'accord. Mais il y a des initiatives qui se font, effectivement, au Canada et en Italie. On arrive à la fin de notre rencontre. Je voudrais, au nom de tous les participants, vous remercier vraiment, cher Bentounès, d'avoir partagé. C'était très riche, il y avait beaucoup d'idées, mais il y avait aussi des idées pour nous, IMS, et pour nous, journalistes, et pour tous ceux, on le voit bien à partir des questions, qui s'intéressent aux enjeux de l'information. Oui. C'est-à-dire pas uniquement à la mécanique, mais aussi aux enjeux de l'information. On voit bien qu'il y a du travail, quoi. Il y a du travail pour changer nos mentalités, il y a du travail de formation, il y a du travail de remise de priorités, etc. Vous vouliez nous montrer quelque chose, cher Bentounès? Oui, ça, c'est le guide des écoles de culture de paix qu'on est en train de finaliser avec une fondation allemande. Et ça, c'est pour les maternelles, donc c'est par niveau, oui. Par niveau. Donc il y aura ça, c'est ce qu'on prépare pour 2022 à l'exposition de Floriade d'Hollande et en plusieurs langues pour que tous les participants, ceux qui viennent, les visiteurs, peuvent l'acquérir et le voir et pouvoir comme ça lui faire la promotion à travers le monde. D'accord. Donc, pour clore cette rencontre, on a enregistré la vidéo, on en fera une synthèse. C'était vraiment de très bon niveau. Merci beaucoup, cher Bentounès, pour le partage de tout ce que vous avez dit. Le prochain webinaire en juin, rappelle-moi, Marc, la date de ce webinaire en juin, je crois que c'est à peu près la même date en juin, c'est un vendredi. On parlera d'environnement. Et comme à chaque fois dans ces webinaires, on va essayer de poser des questions à nos invités qui nous bousculent un peu, qui nous forcent à remettre en cause à la fois notre, entre guillemets, consommation d'informations, mais aussi notre production d'informations, nos échanges d'informations, etc. En ce sens-là, cher Bentounès, vous avez été très précieux, et ce que vous avez dit a été très précieux parce que ça nous a donné un certain nombre d'enjeux à vraiment pour être au niveau.
Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire en juin avec Philippe Biouix, qui est un spécialiste des questions environnementales. Et nous essaierons d'avancer. Dans chaque webinaire, nous avancerons un peu plus en se posant à chaque fois les questions avec un invité et en essayant d'avancer sur le chemin d'une information utile d'intérêt collectif. Merci au nom de tous. Merci beaucoup, cher Bentounès, d'avoir Merci partagé. Didier, merci à vous et je suis toujours à votre service. Si vous avez besoin de moi, je vous aiderai comme je peux. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir et à bientôt à tous. À bientôt et longue vie à votre organisation. Merci. Merci.